C'est parti, parfait. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire aujourd'hui organisé par Celle-ci et Shippingbo et également Attraction représentée par Nicolas, où on va vous présenter un sujet de transformation digitale et plus particulièrement un use case. Attendez, je vais peut-être mieux me réorganiser comme ça, vous me verrez mieux. Ou comment Athina a réussi sa transformation digitale. Donc, on va vous parler pendant environ 30-40 minutes de ce sujet-là. J'espère que vous m'entendez tous. En tout cas, bienvenue. Parfait, je vois que les gens nous entendent. Bienvenue à cet événement et on va pouvoir commencer sur les différentes slides. Voilà. Delphine, je te laisse la main sur cette partie-là. Ouais. Alors, pour l'organisation de la masterclass, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions. On vous donnera un accès au replay de la session à la fin et à l'issue de notre masterclass. Et puis, prenez un petit café, installez-vous. On va vous parler de Shippingbo, de Celle-ci, d'Attraction et de toutes ces interconnexions. Donc, je vais commencer par me présenter. Ouais, je suis Delphine Degois. Je suis Channel Manager chez Celle-ci depuis bientôt 3 ans. Et voilà, donc je suis en charge des partenariats indirects, de la vente indirecte et donc des partenariats technologiques et commerciaux. Je vais continuer. Je suis Maxime Zablot, je suis responsable des partenariats également, mais chez Shippingbo depuis maintenant 3 ans. Et avant ça, j'ai fait une dizaine d'années au sein dans une grosse marketplace du e-commerce français. Donc voilà, ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui va être e-commerce. Et donc voilà. Et actuellement, je gère tout ce qui est partenariat technologique, pas ce qui est agence, mais plutôt technologique. Donc que ce soit des canaux de vente, des transporteurs, des partenaires technologiques comme celle-ci qui peuvent s'imbriquer dans Shippingbo. Et je laisse la main à Nicolas. Enchanté, je m'appelle Nicolas Larrey. Donc, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis consultant indépendant et avec une spécialité en transformation digitale depuis une petite dizaine d'années. J'accompagne les industriels dans la révision et la transformation de leurs outils marketing et communication et principalement dans leur transformation digitale et de tout ce qui touche à l'écosystème web. Ok, on va voir ça un peu plus tard sur ce que fait Attraction. Avant ça, on revient un peu sur le sujet, sur le principal sujet de ce webinaire, c'est la transformation digitale. Alors pourquoi on fait un webinaire aujourd'hui dessus ? En fait, c'est des sujets qui reviennent énormément. Je pense que vous les voyez sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Pourquoi on parle de transformation digitale maintenant ? Qu'est-ce que ça implique et comment s'adapter ? Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous le voyez tous depuis quelques années, il y a un gros basculement au niveau des retailers et des distributeurs où il y a pas mal de choses qui ont bougé. Il y a plusieurs vecteurs. Vous pouvez le voir sur les GSB ou les GMS qui reprennent en main, où il y a une reprise en main de la distribution qui lance des marketplaces, notamment pour dire à leurs fournisseurs devenez marchands. Vous avez aussi tout ce qui va être l'omnicanalité. Les distributeurs souhaitent que leurs fournisseurs les livrent rapidement, soit avec un flux tendu au niveau du stock. Et le gros point aussi qu'on voit souvent, c'est tout ce qui va être sur la digitalisation eux-mêmes des retailers qui demandent à leurs fournisseurs de s'adapter à leur système. On parle beaucoup d'API, les EDI évoluent, etc. On vient vers de l'API et tout fournisseur demande de s'adapter aux différents besoins et aux différentes technologies du retail classique. Donc, on a ces sujets-là qui arrivent pour tout fabricant ou fournisseur qui doit s'adapter à son réseau de distribution. Et en interne, ça peut être des gros sujets, donc gros projets en termes de
en termes de coûts, en termes d'implémentation, en termes d'intégration par rapport au système actuel. Donc, ça peut être des gros devs et souvent des interconnexions ou des migrations vers de nouveaux sujets. Donc, c'est vraiment ces sujets-là qui arrivent là depuis quelques années et on y arrive progressivement. Et on a vu encore il n'y a pas longtemps qu'il y avait des retailers et des fournisseurs qui s'y étaient mis il y a plusieurs années et ça a été un avantage concurrentiel pour eux. Donc voilà, c'est comment s'adapter. Et là, on a mis un exemple, c'est comment passer d'une commande pour 1000 produits à 1000 commandes de un produit. C'est un gros sujet et c'est un gros déploiement du côté des fabricants notamment. Nicolas, je te laisse un peu présenter Attraction et venir sur ce sujet-là. Voilà, donc Attraction, c'est là où tu vas. C'est principalement la mission de pilotage en consulting en externe. Moi, j'interviens en fait sur 4 grands domaines. J'aide l'industriel à dézoomer, à réfléchir sur ces nouveaux enjeux. Et il y a vraiment 4 phases en fait dans mes missions. La première mission, ça va être de réfléchir à l'architecture. Comment on va faire en fait ce nouveau projet? Quelles sont la nouvelle offre et les nouveaux produits? Parce que quand on dit nouveaux enjeux et nouveaux marchés, souvent ça repasse par la redéfinition même des produits qu'on doit commercialiser, comment on doit les fabriquer, les emballer. Donc c'est travailler avec les équipes et l'entreprise sur l'offre et les nouveaux marchés qu'on veut conquérir. Après, c'est orchestrer cette transition digitale. Donc, une fois qu'on a fait l'architecture de tout ce grand projet, il y a la maîtrise d'ouvrage. Il faut mettre en œuvre tout ça. Il faut construire un peu tout ce nouveau plan. Et après, je les accompagne donc sur le déploiement opérationnel qui accompagne aussi le marketing. Quand on lance un projet, on est bien obligé de l'animer commercialement et puis de faire en sorte que ce projet soit un succès. Et puis après, donc, il y a la dernière étape, c'est l'amélioration continue permanente, où j'essaie d'accompagner les clients dans la recherche de croissance et de nouveaux marchés. Alors après, que ce soit pour passer les frontières ou d'aller chercher de nouvelles sources de vente, l'idée, c'est d'accompagner sur des pistes de croissance diverses et variées. Donc voilà, moi, c'est des missions qui s'étalent dans le temps. C'est vraiment pas des missions one shot sur quelques jours. C'est vraiment des accompagnements. On peut compter en plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est de l'accompagnement de fond, au même titre qu'on pourrait avoir dans une entreprise l'avocat ou le comptable. Voilà, c'est plutôt ça. Ok, c'est très clair. Tu vas nous donner un exemple. C'est pas le premier exemple. Ça fait plusieurs années que tu travailles avec Shippingbo et SLC, que tu accompagnes ces industriels-là. Mais là, je te laisse du coup présenter le cas. Oui, là, on avait un bel exemple. Parce que je pense que c'est vraiment le cœur de ce qui est en train de se passer un petit peu tout de suite. C'est que l'industrie, en fait, aujourd'hui, là, on va présenter la maison Atina, qui est vraiment dans l'industrie lourde, on va dire. Pour vous donner un peu quelques chiffres, c'est 125 collaborateurs, c'est à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une usine de production d'à peu près 12 000 mètres carrés. Donc, c'est vraiment un groupe industriel qui a un métier historique dans le profilage pour l'habillage métallique et l'enveloppe du bâtiment. Donc, il y a destination de projets de construction tertiaire ou industrielle, c'est ce que vous voyez dans les zones commerciales ou les zones de bureaux, etc. Donc, c'est tout l'acier qui constitue l'enveloppe extérieure du bâtiment. Et l'idée, en fait, avec ce projet Atina, ça a été de renverser la table et de voir vraiment les choses différemment. Et donc, l'idée, ça a été de vulgariser complètement une offre de produits en acier pour les adresser au marché du do-it-yourself. Parce qu'aujourd'hui, l'acier, c'est un produit qui est difficile d'accès. Et finalement, c'est un très bon cas d'exemple parce que c'est le produit le moins web compatible au monde. C'est le produit qui est le plus lourd et le plus compliqué à transporter. Et finalement, au kilo, c'est celui où il y a finalement le moins de marge. Donc, c'était un très bon enjeu de trouver les clés dans la réussite d'un projet comme ça. Et donc, la maison Atina, elle s'adresse aux professionnels de la distribution et aux revendeurs spécialisés pour approvisionner en fait des produits sur des marchés offline comme online. En offline, par exemple, pour ne citer que, ils alimentent les magasins Castorama, Leroy Merlin ou des négociants spécialisés comme les GDMat, les Points P. Et en ligne, en fait, avec des retailers du web qui sont spécialisés dans la maison et les jardins.
Donc, l'enjeu de cette entreprise, ça a été vraiment de renverser le modèle et d'avoir une offre qui est vraiment dédiée à la distribution. Ok, bon, on va pouvoir y venir plus tard. Pour ça, tu t'es appuyé du coup sur deux outils. On va laisser présenter du coup le premier, qui est celle-ci, Delphine. Je te laisse la main dessus. Ouais, dans un premier temps, donc tu t'es dirigé vers celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment la solution française de gestion pour les TPE-PME. On existe depuis 2009, donc ça fait 16 ans aujourd'hui, 16 ans de recherche et développement pour renforcer le dispositif commercial des entreprises. Et donc vraiment de simplifier la gestion commerciale et financière des TPE-PME. Donc tout le processus de gestion de la vente, de développement de l'activité de ces clients-là, donc des TPE-PME, et principalement également de la facturation. Aujourd'hui, celle-ci, on compte plus de 20 000 clients. On communique des moyennes, mais le CA moyen de nos clients, c'est à peu près 2 millions d'euros. On adresse plutôt des dirigeants, des équipes commerciales, donc plutôt à un marché d'entrée, plutôt dans le B2B. On a beaucoup d'agences également, agences web, marketing, donc tout type de secteur. On compte à peu près 200 personnes basées entre La Rochelle et Bordeaux et un petit peu à Barcelone. Nos données sont hébergées en France. On est très fiers de ce côté cocorico. On a aussi nos données sont chez Scaleway et notre support client qui est basé à La Rochelle et qui est internalisé aussi. On a 100 partenaires sur notre marketplace qui permet une ouverture complète de nos partenaires technologiques et ça c'est très important. Et une des choses qui fait notre ADN aussi, c'est que un quart d'acquisition de nos nouveaux clients viennent de recommandations de notre parc client. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur aujourd'hui, parce que ça veut dire que les clients sont satisfaits et sont prêts à recommander du coup celle-ci à leur entourage, à leurs proches, à leurs pairs. Voilà. Ok, je te laisse présenter les. Ouais, en fait, celle-ci, c'est vraiment une solution française de gestion d'entreprise qui va couvrir l'intégralité du cycle de vente. Donc, on va proposer 4 modules, le marketing, la vente, la facturation et la trésorerie. Le marketing, c'est vraiment un module qui est connecté à votre CRM. Donc, vous allez pouvoir synchroniser vos contacts, vos champs personnalisés et tout voir apparaître dans votre CRM. Vous allez pouvoir faire des créations de campagnes, d'emails, d'SMS, des formulaires en ligne. Vous allez pouvoir élaborer du lead scoring, des automations, planifier des emails, avoir accès à des rapports et des statistiques qui vont vous permettre d'optimiser tout votre aspect marketing qui va se déverser dans votre CRM. Donc un CRM commercial et collaboratif. Collaboratif puisqu'on va pouvoir travailler en équipe efficacement, on va pouvoir taguer les personnes avec qui on travaille, on va pouvoir donc gérer ses contacts, gérer ses devis, envoyer ses devis en signature électronique par exemple, vous allez pouvoir piloter vos actions, centraliser vos données et tout ça en quelques clics. Côté facturation, c'est un outil du coup complet pour gagner du temps sur l'élaboration de vos bons de commande, de vos factures, de vos avoirs. Donc, vous allez pouvoir créer tout type de documents via votre CRM et votre partie facturation, votre module facturation. Vous allez pouvoir transformer vos devis en factures. Vous allez pouvoir gérer du multi-devise, vos échéances de paiement.
vos abonnements et nouveauté 2025, vous allez pouvoir élaborer vos factures d'avancement. Donc c'est quoi? C'est plutôt pour le milieu du BTP. Vous allez pouvoir étaler le règlement d'un projet dans le temps en facturant au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui vient de sortir. Donc on a communiqué il y a peu. Et pour finir tout ce cycle de vente, vous avez le module trésorerie qui va vous permettre de piloter simplement votre trésorerie avec la synchronisation de vos comptes bancaires, votre suivi. Vous allez pouvoir élaborer des prévisionnels et catégoriser vos dépenses et vos entrées et vos sorties de manière automatique. Donc tout ça, ça va vous faire gagner du temps pour vous concentrer du coup sur vos ventes et sur le pilotage de votre entreprise. Je vous laisse découvrir Shippingbo et la relation qu'il y a entre celle-ci et Shippingbo du coup. Ok, là on va vous présenter un petit peu Shippingbo. Le but, c'est que vous puissiez ensuite, on va vous présenter le connecteur, ce que fait ce connecteur-là et quelles sont les nouveautés sur ce connecteur. Shippingbo, c'est pareil, c'est une société française où il y a une centaine de collaborateurs qui travaillent et qui est basée à Toulouse. C'est avant tout un outil de logistique e-commerce, donc c'est souvent utilisé, c'est principalement utilisé dans les entrepôts pour pouvoir faire des sessions de préparation, expédier ses produits et avec un leitmotiv qui est d'expédier le jour même, peu importe le pic d'activité, que ce soit en début de semaine, pendant la peak season ou quand on fait des ventes privées, etc. À la fois sur le B2C, mais également sur le B2B. On va le voir avec celle-ci, où on peut gérer également des commandes B2B. On a du coup 3 principales fonctionnalités qui sont des acronymes, désolé, on est dans un monde d'acronymes, mais qui sont à la fois l'OMS, la WMS et la TMS. L'OMS va permettre de centraliser toutes les commandes du e-commerçant et de ses activités B2B pour pouvoir les centraliser au même endroit. Donc, c'est le but de l'Order Management System, mais également de pouvoir repousser les stocks en temps réel sur tous les autres canaux de vente, là où il n'y a pas eu la vente, pour que les stocks soient mis à jour sans rupture de stock. Quand on a une activité B2B et B2C, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas se permettre de dire « Ok, je te vends quelque chose, mais je ne peux pas te livrer rapidement parce qu'en fait, j'en ai plus en stock, il faut que j'en reproduise ou il faut que j'en rachète. » On est connecté à une 120 canaux de vente différents, offline, online. Derrière, une fois que la commande est rapatriée dans l'entrepôt, on arrive dans la partie WMS, qui est le Warehouse Management System, donc l'outil de gestion d'entrepôt. C'est là où on va pouvoir organiser ces sessions de préparation, recevoir les commandes depuis l'OMS et faire des sessions de préparation pour pouvoir organiser ces sessions selon des chemins de picking, selon des priorisations par tous les filtres possibles, que ce soit par les canaux de vente, par les transporteurs choisis, par les commandes qui sont monoproduits, multiproduits, etc., ou monocolis, multicolis, et de pouvoir accompagner tous les opérateurs pour qu'ils soient bons et efficaces dans l'entrepôt. On équipe en interne des marchands, on équipe également, et des sociétés, on équipe aussi des logisticiens qui vont faire ce travail-là avec nos outils pour pouvoir se connecter et expédier pour le compte de fournisseurs, de fabricants qui ne sauraient pas faire de B2C. C'est un point important parce qu'on peut les accompagner vers ce réseau de logisticiens-là qui nous aide partout en France et en Europe. La dernière partie, c'est la TMS. Et ce dernier volet, pour le coup, logistique, c'est tout ce qui va être transport. On va avoir, de la même manière où on a 120 connecteurs de vente, canaux de vente, on a une cinquantaine, j'ai même peut-être une soixantaine de transporteurs qui sont connectés avec Shippingbo, c'est qu'il y a une station chargeur, et on peut éditer des étiquettes de tous ces transporteurs-là pour pouvoir les gérer. Il y a tout type de transporteurs, que ce soit dans l'express, le point relais, le B2B, le plus de 30 kilos, messagerie ou autre. Donc, il y a tout type de transporteurs qui sont livrés aussi localement ou à l'international.
et de pouvoir faire son mapping transport selon les règles de gestion. Voilà. Comment s'articule le connecteur? On a un connecteur avec celle-ci. On a plus d'une 60aine de clients actuellement qui l'utilisent et il y a plusieurs flux importants à voir. Il y a le flux de commandes que vous voyez en jaune, où on va à la fois considérer celle-ci comme un canal de vente, donc n'importe quel commercial qui va utiliser celle-ci pour passer une commande B2B va être directement injecté dans Shippingbo pour que ça se transforme en préparation et que une préparation de commande et que Shippingbo et l'opérateur qui utilise Shippingbo puisse préparer la commande et l'expédier. Mais ça peut être aussi dans le sens inverse. On voit qu'avec Shippingbo, on peut se connecter à des marketplaces ou à des canaux de vente, à des CMS pour les commandes B2C et qu'elles puissent être redescendues dans Shippingbo pour être préparées, mais également envoyées à celle-ci pour que celle-ci puisse gérer la facture et le bon de livraison. Donc, on voit qu'il y a les deux flux possibles, B2C et B2B, et qui proviennent de Shippingbo ou de celle-ci. Après, il va y avoir tout ce qui est tracking. Une fois que la commande est prête, on va remonter toutes les informations de tracking du transporteur. On va également mettre à jour les flux de stock pour que ça soit mis à jour à la fois dans celle-ci et sur les canaux de vente. Et il y a tout le flux de facturation. C'est-à-dire que dès qu'une commande B2C viendra de la CMS, viendra des marketplaces, etc., elle va être envoyée dans celle-ci. Celle-ci va générer la facture pour pouvoir ensuite la renvoyer au consommateur final qui sera un client, Leroy Merlin, Encore Store, PrestaShop, Mano. C'est un peu les cas d'usage qu'on a mis dans cet exemple, mais il y en a plus de 120 disponibles. Voilà ce connecteur. Ce qu'il faut savoir, et il y a un dernier flux qui est important, c'est tout ce qui va être réapprovisionnement. Quand il y a un achat qui est fait auprès de fournisseurs, il va y avoir tout ce qui va être attendu de réception dans l'entrepôt. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie cette année. Donc, on va pouvoir à la fois faire un attendu de réception et un bon d'achat qui se transforme en attendu de réception. Je laisse récapituler un petit peu, peut-être Delphine, avec tes mots, ces différentes fonctionnalités. Oui, celle-ci et Shippingbo, c'est vraiment deux acteurs qui se rencontrent pour récupérer instantanément les commandes B2B depuis celle-ci. La connexion à l'ensemble de vos sources de vente, donc Maxime, tu l'as très bien dit, marketplace, CMS, vente privée, tout ça interconnecté et pour pouvoir fluidifier toutes ces commandes-là. La connexion également au transporteur, la gestion des stocks en temps réel et la connexion à l'ensemble des entrepôts internes et externes et également la gestion de la facturation aux normes qui se prévoit également pour très bientôt. Avec la facturation. Ouais, exactement. Et je pense qu'on va venir au cas d'usage maintenant. Ce qui va être vraiment extrêmement important, c'est de comprendre comment c'est utilisé. Alors, je sais j'ai vu dans le webinaire qu'il y avait des personnes qui utilisent déjà celle-ci, mais on va montrer ce que fait ces deux outils-là. Mais on va aller un peu plus loin avec Nicolas qui sait faire du custom grâce aux API des deux solutions. Voilà. Je laisse la main, Nicolas. Yes. Donc, du coup, moi, je vais vous reparler un petit peu de la maison Atina. Donc, cette maison Atina, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un objectif sur ce projet. C'est comme on a revu un petit peu vraiment tout le concept. L'idée, c'était de tendre vraiment vers un process 4.0 digitalisé dans l'industrie. Le 4.0, c'est vraiment un flux numérique du début jusqu'à la sortie, qu'on puisse maîtriser, en fait, tout le process et tout le flux en fait d'une commande. Comment un grand groupe industriel se retrouve de se rapprocher de startups qui souvent on parlait de l'environnement TPE, PME, etc. Parce que d'habitude, la notion pour un industriel ou pour une grande maison, c'est tout de suite tourner vers un gros ERP et du dev custom et une grande SS2I. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce projet, finalement, on est passé en fait de l'historique flux tiré avec une fabrication à la demande et sur mesure. J'ai besoin de ça dans telle longueur, dans tel matériau. Dites-moi quand et combien. Et voilà.
Et on est passé de cette offre à je demande et on fabrique à une offre en fait standard en flux poussé, tenue en stock et permanente, prêt à partir. L'idée, c'était d'établir une gamme un peu Pareto, faire 20% des références qui représentent 80% des attentes du marché, les tenir en stock dans des entrepôts et puis finalement les faire partir en France, en Europe, sur des centaines de canaux de vente en multimarques, personnaliser les produits en même temps de différentes marques. Et donc, du coup, ça a été finalement, on est très proche, malgré que ce soit une maison qui soit dans l'industrie, on est très proche en fait d'un retailer. Et donc, l'enjeu, ça a été de se doter d'une nouvelle architecture digitale pour répondre à ces attentes. Donc, du coup, on réfléchit différemment. Quand on réfléchit différemment sur ces objectifs, Dixit, l'approche ERP traditionnelle avec des solutions vraiment très tradies, l'idée, ça a été de se doter de solutions plus agiles et vraiment avec une expérience qui soit orientée vraiment client. L'objectif aussi, c'était de maîtriser… Comment ? Ouais, pardon, je coupais, mais tu parlais de mise en production, c'est même mise à disposition. Ça va même plus loin dans la réduction de la mise à disposition des produits. Mise à disposition des produits, une visibilité en temps réel, en fait, des disponibilités, du tracking, etc. Et puis après, il y avait aussi comme principal objectif quand on démarre un gros projet de digitalisation ou un projet, voilà, c'est de maîtriser le budget. Comment maîtriser une dépense d'atterrissage par rapport à un projet classique de développement quand on est en méthode agile avec une SS2I, et j'en ai mené quelques-uns comme ça. Oui, on démarre, on est 5 autour de la table, tout va très bien se passer, on va dépenser X. Et puis, à 6 mois, on s'aperçoit que comme tout bon projet, il nous manque du temps, il nous manque de l'argent. Et c'est difficile de définir un budget d'atterrissage sur des gros projets. Donc, l'objectif, il était sur une maîtrise de projet, une maîtrise de budget, pardon. Et après, du coup, la clé du succès aussi, c'était dans tout bon projet digital, c'était d'avoir un time to market le plus court possible pour avoir une longueur d'avance par rapport à de potentiels concurrents. Et puis même dans un milieu qui est en mutation permanente et constante, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible, d'échouer rapidement et de se confronter rapidement au marché pour être toujours un acteur numéro 1. Donc, du coup, ça, c'est vraiment les objectifs du client qu'on se fixe. Donc après, l'approche stratégique qu'on adopte pour répondre à ces objectifs, c'est le fameux quoi, comment, combien. Donc là, c'est là, moi, où il y a une facette de mon métier qui intervient. C'est une des premières parties de ma mission, c'est qu'on va réfléchir et moi, je vais passer du temps à dézoomer, à faire de la veille, à rencontrer, et je connais un petit peu le monde de l'écosystème de la startup, et de se dire, voilà, pour monter ce projet, quelle brique, quelle fenêtre, quelle tuile, quelle menuiserie, quel robinet on va utiliser pour faire ce projet, plutôt que de réinventer. En fait, souvent, on a tendance à vouloir réinventer des choses qui existent et de faire des devs custom. Puis quand on dézoome et qu'on rencontre toutes ces startups, on s'aperçoit que tout existe déjà. Ce qu'il faut juste, en fait, c'est vraiment apporter une solution. Moi, j'apporte plutôt des solutions qui sont orientées microservices. Donc, on va aller connecter des outils entre eux. En connectant des choses qui existent déjà entre elles, c'est un gain de temps important. Donc, moi, du coup, j'accompagne l'industriel et le client sur son étude et son architecture de ses outils. Nous, ce qu'on appelle ça, on appelle ça du best of breed, c'est-à-dire de pouvoir utiliser des outils qui soient interconnectables et que ces outils soient les meilleurs dans leur département, enfin dans leur catégorie, et d'être spécialiste dans ces catégories, mais qu'il y ait une interconnexion entre chacun pour être quitte de refaire à chaque fois la roue et de repartir à chaque fois de zéro. Ouais, puis on pourrait prendre un exemple. En fait, souvent, c'est quand on démarre un projet comme ça de développement, c'est au même titre que la cuisine. En fait, c'est le plat final que l'on va réaliser en fait avec des ingrédients existants qui est important. Et souvent, on a tendance à vouloir réinventer les ingrédients pour faire la cuisine. Finalement, un bon cuisinier, la différence qu'il y a entre un bon et un mauvais cuisinier, souvent, il n'y a pas que les ingrédients, il y a la façon comment on va concocter la recette. Donc, souvent, comme tout existe, déjà, l'idée, c'est de limiter, de minimiser au maximum les développements custom. Donc, ça, c'est l'approche. L'approche, ça a été de définir une étude. Donc, l'étude, l'architecture. Comment on approche aussi maîtrise des coûts via abonnement.
hein, pour éviter une dérive budgétaire avec de la méthode agile et du dev custom, comme tout bon travaux, je sais comment ça commence, je sais pas quand ça finit. Quand vous travaillez avec un écosystème de startup SaaS, que ce soit avec Shippingbo, Excelsi ou avec d'autres acteurs, quand vous savez formuler votre besoin, on sait vous donner un montant d'abonnement. Montant d'abonnement qui, en janvier, sera le même qu'en décembre. Donc, c'est plus facile quand vous êtes en développement de projet d'aller voir une idée très précise pour faire tourner des BP ou avoir des coûts d'exploitation sur des projets qui vont être d'envergure pour définir des points de rentabilité, parce que c'est important aussi de connaître ses coûts d'exploit dans le digital, au même titre que ça ne viendrait pas à l'idée de n'importe qui de construire un bâtiment sans avoir le coût d'atterrissage du bâtiment. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils digitaux, c'est des budgets, des lignes de budget à part entière pour les industriels ou même pour toute entreprise, donc c'est important d'avoir une maîtrise budgétaire par rapport à ça. Et la maîtrise par abonnement, c'est important. Enfin, ça amène une solution. Le démarrage rapide avec des outils scalables, bon ben ça c'est sûr que quand vous onboardez des outils qui existent déjà, les temps de déploiement sont beaucoup plus courts parce que vous êtes accompagné par les équipes respectives de chacune des startups. Donc, les équipes projets internes opérationnelles sont accompagnées par les équipes d'onboarding des différentes startups. Donc, il y a quelque chose qui est timé. Et puis, on ne fait pas office de premier de cordée. Ils ont l'habitude de traiter ça. Donc, en temps de mise en place, c'est plus court. Et il y a aussi la fameuse… moi, je fais très attention à ça. Et c'est surtout qu'on utilise les fonctionnalités natives au maximum. On a tendance à sous-exploiter tout ce qu'on utilise. Mais moi, le premier, que ce soit Word, Photoshop, InDesign, tous les trucs que je peux utiliser un peu au quotidien, on est dans notre confort, mais je pense qu'on utilise tous 10 ou 20% des fonctionnalités que l'outil nous propose. Donc, c'est d'abord bien ce qu'on nous propose pour bien l'exploiter au maximum, pour prévoir des architectures qui vont vraiment au maximum de l'exploitation de tout ce que peuvent proposer ces outils. Ok. Après, du coup, l'idée, c'était aussi de rester donc sur un écosystème agile via API. Pourquoi via API? Parce que quand si on peut reprojeter là Ouais, c'est bon. La suivante, Maxime. Ça va introduire ça parce que du coup, l'écosystème du client en question, je l'ai simplifié pour le vulgariser, mais c'est important de voir. Le front office, en fait, le front-end, c'est une CMS, PrestaShop, qui est utilisé, où là, en fait, il va faire juste office de passe-plat pour la gestion d'un compte et la prise de commande. C'est quelque chose qui n'a pas été énormément modifié. En fait, il y a eu skin, il y a quelques fonctionnalités, mais c'était pas la clé. La clé, ça a été vraiment là, aujourd'hui, on a eu plutôt vraiment une réflexion back-office, comment on automatise au maximum le back-office. Donc, toute la partie admin, gestion, finance, instruction des comptes, qualification des comptes clients, toute la partie en cours, règlement, toute la partie admin, elle est gérée avec celle-ci. Et toute la partie prépa, comme vous l'ont présenté en amont, prépa, XP, gestion des expéditions, des transporteurs et des entrepôts, c'est géré avec Shippingbo. L'avantage, c'est que ces deux outils vont dialoguer, donc à eux deux, ils vous font un sacré périmètre. On part de A et on va vraiment, on n'est pas loin d'aller à Z. Donc, on est quand même sur un spectre de fonctionnalités que couvre un ERP quand on utilise une bonne partie de ces fonctionnalités. L'idée de cet écosystème, et vous montrer cette photo, c'est de montrer quoi? C'est de montrer que sur un projet comme ça, finalement, on n'a qu'identifié 5-6 fonctionnalités qui nous manquaient sur peut-être 200 choses qu'on utilise. Et donc, quand il vous manque que 5-6 choses, fonctionnalités, c'est facile de faire quelques petits cahiers des charges avec n'importe quelle boîte de dev ou développeur ou en interne, en externe, etc. Avec un point d'entrée, un point de sortie. Souvent, en plus, la plupart du temps, c'est uniquement du traitement de flux. Donc, c'est voilà ce que tu as en entrée, voilà ce que je veux que tu injectes en sortie. Donc, c'est juste du traitement de données via des API entrantes et sortantes. Toutes ces grandes maisons comme celle-ci, Shippingbo, tout le monde dispose d'API. Donc, il est facile de créer en fait des petits scripts qui viennent dialoguer sur des routines qu'on aurait besoin. Donc, notamment, là, pour le client, il y a eu des automations pour l'onboarding des comptes pro avec des numéros de SIRET. Ça crée automatiquement des fiches dans celle-ci. Où on a eu des synchros de comptes clients. Quand on active un compte client dans celle-ci, on a fait un synchronisateur qui permet de créer automatiquement le compte dans PrestaShop. Des remontées de factures, de la prévision de stock aussi. Du coup, quand vous avez Shippingbo,
qui gère tous vos stocks et vous avez celle-ci qui gère toutes vos ventes, quand vous faites de la vente plus de la gestion de stock, vous savez faire tourner des algorithmes pour faire du prédictif, pour savoir ce qu'il faut commander dans 3 semaines, peut-être les saisons, etc. Donc, rajouter un peu d'IA là-dessus et proposer des solutions prédictives. Et de l'import-commande en masse, c'était plutôt pour la grande surface du bâtiment, pour la GSB, quand vous recevez des arrivages et des flux massifs de commandes de EDI, de fournisseurs, en flux d'EDI, c'est de travailler sur des importeurs de commandes quand vous devrez livrer 200 magasins Castorama en une semaine et que vous êtes scoré sur votre temps à les livrer. Du moment où vous traitez la commande jusqu'au moment où vous livrez le magasin, vous êtes scoré en fait par Castorama là-dessus. Le but, c'est de le traiter le plus vite possible et l'écosystème, celle-ci Shipping Boss sait très bien le faire. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une ressaisie des 100 commandes pendant 4 jours, quoi. Donc là, l'idée, c'est de créer un petit prestataire. C'est pareil, c'est juste automatiser les choses. Voilà, c'est juste un petit traitement de fichier CSV. Donc les 10 jours de dev, là, c'est pas des trucs de. Voilà, c'est pas construire la fusée de SpaceX, quoi. C'est juste du traitement de l'entrée et de sortie de données. Et bien sûr, donc autour, là, aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose où on explique le combiné celle-ci Shipping Bow dans le cadre d'un projet Indus. Mais il gravite autour d'autres acteurs, hein, parce que moi, du coup, dans cette réflexion de microservices, c'est de connecter tout un tas d'autres startups qui proposent des solutions. Et on a eu exactement la même approche, que ce soit pour la gestion du mail transactionnel avec Brevo, des prélèvements sur compte pour les professionnels avec GoCardless, d'Alliance Trade pour assurer les créances clients. Parce que quand vous travaillez avec le B2B, quand j'ai dit ce mot, c'est le plus facile à dire, travailler avec le B2B, mais c'est quoi le B2B? C'est pas juste de leur montrer un portail web où ils peuvent rentrer des paniers et passer des commandes, c'est comment vous tirez les comptes du B2B, comment vous assurez les créances de vos professionnels. Donc, il y a tout un aspect aussi back-office financier qui est important dans le B2B, où là, moi, j'accompagne les clients sur cette réflexion et on va connecter celle-ci à ces outils pour que les prélèvements sur compte puissent se faire à échéance, ou tout le business B2B, enfin tout le processus B2B traditionnel, de le digitaliser. Et donc, en fait, on arrive sur quoi? Si on peut passer sur l'autre slide, le résultat, il est assez simple. C'est à peu près 12 mois là qu'on a implanté chez le client. Et l'intégration, on peut dire que c'est un succès, puisqu'en fait, on a des équipes qui ont été formées, qui ont appris à maîtriser un outil très rapidement. Pour 2 raisons, parce qu'en fait, quand vous travaillez sur un outil qui existe déjà, donc il y a déjà des programmes de formation qui existent et il y a des prestataires pour accompagner, alors que ce soit des externes, soit les centres de les unités de formation des différentes startups pour accompagner en fait les équipes en interne à acquérir la compétence. Et vous avez une croissance qui est importante, c'est-à-dire que quand vous lancez quelque chose, on a tendance soit à sous-estimer le projet, le moteur, soit à le surestimer. Voilà, il y a 2 façons de prévoir un développement. Soit vous faites un développement et vous dites, moi, dans 5 ans, je vais être là, et aujourd'hui, je suis là. Ouais, mais bon, tu as payé un truc qui ne correspond pas à ton besoin tout de suite. Oui, mais je me suis préparé pendant 5 ans. Ah, bon, d'accord. Et inversement, attends, on va faire cool, et on ne va pas faire beaucoup, et puis on verra où on sera dans 5 ans et on fera évoluer. Ça, c'est toujours compliqué quand vous êtes dans le dev custom, parce que vous ne savez pas où mettre le curseur. L'avantage qu'il y a en travaillant avec des startups comme celle-ci, Shipping Bow ou d'autres acteurs du marché en solution SaaS à connecter, c'est que vous passez juste un coup de fil à votre chargé d'affaires. Mets-moi le pack expert, mets-moi le pack premium, mets-moi le plus 3 étoiles gold. Ils appuient sur un bouton, ils vous upgradent votre abonnement et donc les phases d'upgrade, on absorbe de la croissance beaucoup plus rapidement en comparaison avec des développements sur mesure. Et à l'échelle d'un industriel, la mise en place digitale B2B là, de ce projet, je pense du moment où on dit go, je parle en déploiement opérationnel, je ne parle pas en réflexion en amont, la réflexion met un peu plus de temps, mais au moment où on dit go, on commence à signer les bons de commande chez tout le monde, et au moment où on encaisse la première commande, il se passe 3-4 mois. Je ne sais pas si après, il y a beaucoup de gens qui… C'est plutôt rapide. Voilà, qui nous écoutent, qui travaillent avec l'industrie. 3-4 mois, c'est juste le temps des fois peut-être de caler une réunion. Et là, vous avez fini le projet. Donc oui, par rapport à d'autres concurrents, c'est plus facile de déployer. Et le choix de l'écosystème a été validé donc pour déployer sur d'autres filiales du groupe, parce que ce groupe dispose d'autres filiales industrielles dans d'autres secteurs d'activité. Puis ils ont trouvé cette approche légère et souple et adaptable qui leur a beaucoup plu. Donc voilà pour vous faire un petit récap de ce qui s'est passé. Est-ce que dans ces résultats, et c'est peut-être l'ouverture aussi, il y a une dernière slide sur les enjeux de demain, mais la question qu'il pourrait y avoir, c'est est-ce que demain, Atina peut se lancer dans le B2C? Alors, Atina peut se lancer dans le B2C, exactement. De toute façon, le
le B2C aujourd'hui, c'est quand même aussi un canal de vente qui est très exigeant parce que du coup, on est en contact direct avec le consommateur. Donc, il n'y a aucun problème en fait pour se lancer. L'écosystème qu'elle a mis en place, aucun problème pour l'ouvrir en B2C. Après, Athina en tant que tel va s'ouvrir en B2C peut-être avec des sites internet qui vont graviter ou d'autres marques. La marque Athina, je pense que vous ne la verrez nulle part en magasin, vous la verrez nulle part dans des rayons. Mais par contre, que Athina se dote d'une source de vente pour de la vente directe, bien sûr, c'est Athina qui va absorber les flux, c'est Athina qui va préparer, c'est Athina qui va expédier. Au moment où je vous parle, il y a déjà des enseignes qui utilisent, il y a des sites qui vendent tout de suite, au moment où on parle, des produits qui viennent de l'entrepôt Athina, qui vont sûrement être préparés au moment où on est en train d'être parlé et qui se vendent actuellement sur Internet. Ouais, c'est clair. Donc, sur les enjeux de demain, tu allais dire, je te laisse quand même parler de ces 3 points-là, mais… Ben oui, alors du coup, moi, mon job, en fait, comme c'est d'accompagner l'industriel à le fameux intro avant, il avait l'habitude de faire une commande de 1000 produits. Et maintenant qu'il essaie de réfléchir dans sa désintermédiation, il ne travaille plus forcément avec, mais il va plutôt travailler à approvisionner des distributeurs à la commande. Et quand on dit ça, on dit quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre Athina, qui par exemple va représenter, je dis n'importe quoi, 100 produits, eh ben, vous êtes vendeur du web. Demain, vous voulez mettre les 100 produits Athina rebadgés avec votre nom. Vous avez un beau petit site e-commerce qui s'appelle mamaisoндéco.com et vous voulez travailler toute la gamme de parements d'Athina. Vous allez les mettre sur votre site et chaque commande que vos clients vont opérer sur votre site, Athina sera en mesure de les opérer directement en dropshipping depuis son entrepôt, les conditionner à votre nom et les expédier directement chez le client. Donc, Athina a pris un nouveau métier. Avant, elle envoyait un camion complet à mamaisoндéco.com. Elle faisait un arrivage de 1000 produits en une commande. Et maintenant, on sait proposer à un client, ne t'embête même plus à stocker. J'ai l'entrepôt, j'ai la capacité à personnaliser, j'ai la capacité à absorber toutes tes petites commandes d'épicerie parce que je me suis industrialisé et j'ai fait une usine 4.0 avec des nouveaux outils. Donc, envoie-moi tes flux de vente, je sais tout opérer en back-office. Et alors, c'est pour ça, l'enjeu de demain, l'industriel aujourd'hui, il sait très bien acheter des machines, il sait très bien fabriquer des produits, il sait comment tuer le coût de production parce qu'il va éliminer en fait toutes les petites tâches parasites pour produire le produit le plus efficace au coût le plus compétitif. Et ben on fait exactement pareil avec le business e-commerce, c'est-à-dire en fait on va essayer d'écraser vraiment le temps de traitement d'une commande dans ces projets, parce que comme en fait pour faire 1000 commandes, maintenant il va y avoir, pour vendre 1000 produits, il y aura potentiellement 1000 commandes si on schématise. Donc c'est ça qu'il faut qu'on essaie de tuer. Et plus on n'a plus les moyens en fait sur ce genre de process de mettre une assistante des ventes par téléphone qui recueille toutes les ventes et qui les ressaisit dans des systèmes traditionnels. Donc c'est vraiment faire dialoguer les processus de back-office entre eux, automatiser toutes les étapes de traitement d'une commande qui ne nécessitent pas en fait de valeur ajoutée ou d'humain particulier sur ces tâches. Et puis, c'est vraiment apporter de l'intelligence artificielle aux prises de décision, comme on parlait, notamment pour travailler des algorithmes de prédiction, faire de la prédiction de stock, de la prédiction de vente. Ok, très clair en tout cas. Voilà le cas concret d'un industriel français qui utilise des outils. Le combo Celsi Shippingbo. Voilà, exactement. C'est ça. Et de voir un petit peu, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On voit bien là que sur cette explication-là, il y a le côté où on peut aller très vite et on peut upgrader, non pas en se rajoutant des mois de dev dans le pipe et pour faire des nouvelles fonctionnalités, mais juste de pouvoir upgrader soit celle-ci, soit Shippingbo, soit d'autres technologies que va utiliser le marchand. Il y a déjà de l'existant et comme tu l'as bien dit, on utilise rarement 100% des fonctionnalités d'un outil. Donc, de pouvoir les déployer au fur et à mesure, c'est bien d'avoir des outils déjà en place et d'avoir de l'interconnexion entre les deux. Et pour tout ce qui va être custom, d'utiliser les API de chacun pour pouvoir l'adapter à son activité. En tout cas, merci pour l'explication et pour le cas d'usage. Nicolas, je pense que c'est un très bon point. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, mais ça a été un plaisir de pouvoir échanger sur le sujet. On a un petit message de remerciement. Une très belle intégration, Athina.
Shippingbo. Écoutez, on vient vers vous. N'hésitez pas à nous contacter. Là, vous avez des contacts. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur celle-ci, sur Shippingbo ou sur Attraction pour les cas d'usage. On reste à votre disposition. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci Nicolas, merci Maxime. Avec plaisir.